merci d'être venus si nombreux. Et merci pour cette séance de méditation qui est tout à fait fort utile avant de m'écouter. Et merci aussi aux intervenants précédents, et notamment à Fabrice, qui vous a initié avec la notion d'information hors du temps, d'information en dehors du cerveau. Ça va être beaucoup plus facile pour moi de vous faire passer donc le cadre explicatif pour comprendre tout ça, à partir en fait d'un point de départ qui est de questionner le problème du libre arbitre. Il est d'usage chez les rationalistes, chez les scientifiques, les cartésiens, etc., de dire que le libre arbitre ne peut pas exister parce qu'il y a des lois physiques et que tout ce qui arrive, c'est le résultat de la causalité, et on ne voit pas de mécanismes qui ont lieu à l'intérieur du cerveau, et on ne voit pas, franchement, là-dedans, où est notre libre arbitre. Et donc on dit souvent que le libre arbitre est une illusion. Oui, mais si on tient compte de l'existence d'informations à l'extérieur de l'espace-temps, ça change tout. La question est de savoir quelle est la nature de ces informations, et est-il possible de les relier à la conscience. Donc voilà. Donc déjà là, on peut déjà répondre à la question centrale de la conférence. Le libre arbitre est-il possible? Oui. Bon. Mais on va quand même développer cette affaire-là. Oui, ce que je voulais dire, c'est que l'idée, ce qui est une illusion, ce n'est pas l'idée que le libre arbitre existe. Ce qui est une illusion, c'est l'idée que le libre arbitre n'existe pas, parce que cette illusion, elle est fondée sur un raisonnement circulaire, c'est-à-dire qu'on postule qu'il y a des lois physiques, et en conséquence de ces lois physiques, on dit que le libre arbitre ne peut pas exister. On oublie au passage que les lois physiques sont postulées pour supprimer le libre arbitre, parce que ça vient de la religion. D'accord ? Les lois physiques, la physique s'est construite par opposition aux religions. Donc la physique a décidé, non, le libre arbitre n'existe pas, il y a des lois. Et ces lois, c'est le dogme fondamental de la science qu'on appelle le déterminisme. Et en fait, vous allez voir que le déterminisme ne fonctionne pas parce que le déterminisme est supposé comme étant temporel. Or, vous allez comprendre pourquoi, sachant que le temps n'existe pas, le déterminisme ne fonctionne pas. Donc on revient sur l'idée de départ qui est de dire que non seulement on a un raisonnement circulaire, mais en plus ce raisonnement circulaire est fondé sur quelque chose qui aujourd'hui est contredit par la science. Mais de toute façon, avant d'écouter les scientifiques, vous pouvez écouter ce qui se passe dans votre environnement et qui vous donne quelques indices selon lesquels notre libre arbitre pourrait exister. Et en l'occurrence, il s'agit des synchronicités. Les synchronicités, c'est un phénomène qui a été donc décrit par Jung, alors qu'il les a définis comme étant l'occurrence d'au moins deux événements qui arrivent en même temps, qui sont sans lien de causalité, mais dont la coïncidence fait sens, est chargée de sens pour la personne qui la vit. D'accord ? Peut-être un peu difficile à comprendre. On peut le réexprimer en disant qu'il s'agit d'une coïncidence entre un état d'esprit intérieur, une préoccupation intérieure, et une coïncidence qui a lieu à l'extérieur, donc dans le monde physique, et il y a une relation entre les deux qui donne l'impression qu'il se passe à l'intérieur de la réalité un phénomène qui a dépendu de notre état de conscience. D'accord ? On appelle ça, en général, la pensée magique. Les enfants ont toujours cette pensée magique, et puis après, au fur et à mesure de leur développement, on leur apprend à laisser tomber cette pensée magique. Et en fait, vous allez voir que la physique nous invite à re-examiner cette pensée magique pour constater finalement qu'il n'y a pas de magie là-dedans, mais qu'il y a une plus grande subtilité des lois physiques que ce que l'on pouvait imaginer. Alors, je ne vais pas vous donner l'exemple de Jung, hein, il est tellement connu. Je vais vous donner très rapidement un exemple que j'ai vécu il n'y a pas très longtemps, sachant que j'ai quand même
vécu dans ma vie plusieurs cascades de synchronicité au milieu de dizaines d'autres. Et celle-là était quand même assez puissante. Je ne peux pas vous la raconter en entier. Il y avait des histoires de chamois, de chevreuils, mais surtout 6 papillons qui sont venus cogner à la vitre de la porte d'entrée de notre maison un soir. Ils sont venus, c'était d'énormes papillons. On pouvait les prendre par la main. Je les ai comptés, ils étaient 6. Et ce soir-là, ce jour-là, correspondait à un jour où j'étais vraiment penché sur un problème stratégique par rapport à mes recherches, par rapport à la théorie de la double causalité que je décris dans mes livres et conférences, par rapport à comment arriver à démontrer l'influence du futur, etc., ces choses-là. Quelles publications, quels travaux devrais-je faire pour essayer d'avancer dans cette direction-là de manière objective? Et donc, ces 6 papillons sont venus me dire ce que je devais faire. Parce que ces 6 papillons, en fait, ils symbolisaient tout simplement les 6 dimensions supplémentaires que j'introduis dans ma théorie pour justifier justement l'influence du futur sur le présent. Pourquoi 6 dimensions supplémentaires? Parce que, bon, ben, je vous l'expliquerai tout à l'heure, mais disons que c'est des dimensions que je relie aux dimensions de l'âme elle-même. Et pourquoi le papillon? Ben, le papillon, c'est le symbole de l'âme. Le papillon, le battement d'aile du papillon, c'est le symbole de la vibration. Le papillon est aussi lié à ce qu'on appelle l'effet papillon, pour parler du chaos, et le chaos intervient dans la question des informations additionnelles qui rentrent dans notre réalité et qui ne sont pas directement de la mécanique. Donc, les synchronicités, bon, donc là je vous ai donné juste brossé très rapidement cet exemple, mais si ça vous intéresse, et pour en comprendre le caractère vraiment très extraordinaire, lisez donc ce que j'ai pu écrire là-dessus dans mes livres. Je sais que j'en ai parlé plus longuement aussi dans une conférence. Et donc voilà, ce qu'il faut voir, c'est que les synchronicités présentent un vrai défi à la mécanique. Et alors que les scientifiques peuvent toujours dire que oui, mais c'est un hasard, c'est vrai qu'il existe de temps en temps, rarement, des hasards qui créent de manière tout à fait normale des phénomènes étranges, et que donc lorsqu'il n'existe pas ce genre de phénomène, on n'en parle pas, et que c'est parce qu'on en parle que ça a l'air étrange, alors que ça ne l'est pas, parce que c'est normal que ça arrive de temps en temps. Ça, c'est l'argument scientifique, qui ne marche plus à partir du moment où les synchronicités arrivent en cascade, c'est-à-dire que vous en vivez une, elle a un sens, et puis le même jour, vous en vivez un autre, elle a le même sens, et encore, et vous doutez, on vous le resserre, ça ne marche plus. Et ça ne marche encore moins à partir du moment où vous avez appris à les provoquer. On va voir ça tout à l'heure, mais vous ne pouvez le faire que, non pas quotidiennement, mais en présence de grands changements dans votre vie, hein, parce que les synchronicités, ce n'est pas quelque chose dont on se sert et dont on se dessert, c'est plutôt quelque chose qui est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser par le mental. Enfin, pour vous expliquer tout ça, je vais faire appel à un certain nombre de métaphores. Tout d'abord, que je vais résumer, ça vous donnera une impression d'ensemble déjà de tout ce dont on va parler, à l'aide d'illustrations. Et j'utilise tout d'abord la métaphore du parc de la pensée pour expliquer l'état d'enfermement dans lequel se trouve actuellement notre société occidentale à travers son système de pensée fondé sur 4 dogmes. Et je vais ensuite vous expliquer que si on sort de ce parc, si on sort de cette prison de la pensée dans laquelle l'occidental est enfermé, on peut découvrir de vastes horizons dont beaucoup ne sont pas dénués d'écueils, et que mon travail consiste à essayer de montrer qu'il existe un chemin qui est donc tout à fait rationnel, qui est respectueux de ce que nous enseigne la physique, au contraire, qui consiste à prendre en compte et prendre au sérieux tous
les résultats de la physique, pour essayer d'aller beaucoup plus loin et de conserver son équilibre dans cette découverte du véritable fonctionnement de notre réalité où la magie opère. Et donc, ça nous amène à remettre en question notre vision de la réalité, notre vision habituelle de la réalité, qui serait composée d'un espace dans lequel des objets de matière se déplaceraient. De grands physiciens aujourd'hui disent que ceci n'est plus tenable, physiciens nobelisables, et ceci contribue à restaurer l'allégorie de la caverne de Platon, qui nous dit que notre réalité n'est pas ce qu'on croit, que nous sommes un peu comme, alors certains diraient une matrice, d'autres diraient une simulation, etc. Enfin, toujours est-il que nous sommes comme enfermés, introduits à l'intérieur d'un système d'information qui nous fait croire que nous vivons une véritable réalité. Et ce ne serait pas le cas. Et la physique nous enseigne que cette espèce de caverne dont Platon nous dit qu'on peut sortir en empruntant un chemin qui permet de découvrir la lumière, en fait, ce serait une caverne en déplacement. Ce serait peut-être une caverne en déplacement et en fait qui se déplace aux instruments. Et la question est de savoir, mais est-ce que nous, on a accès aux instruments qui